Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'A-News Workwell. Aujourd'hui, dans cette émission Start Me Up, nous allons nous intéresser à un sujet auquel je sais que vous êtes nombreux à vous intéresser, le Smart Office. Comment centraliser, utiliser ces données immobilières simplement, tout est dans le simplement. Comment faire collaborer efficacement toutes les parties prenantes d'une direction immobilière ou de l'environnement de travail. Comment garder le contrôle de ces données, toutes ces questions. Vous vous les posez souvent et beaucoup d'entre vous n'ont pas encore trouvé la solution. C'est pourquoi je souhaitais vous présenter Urbest et son dirigeant fondateur, Hugo Gervais. Hugo, bonjour. Bonjour Lionel. Bienvenue sur le plateau. Merci pour l'invitation. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Hugo, comment définir Urbest simplement? Est-ce que c'est une application? Est-ce que c'est une plateforme collaborative? Comment est-ce que tu la définis? Alors Urbest, c'est une application collaborative de suivi de tâches spécialisée sur les services immobiliers. Donc on est spécialisé sur tout ce qui est demande d'utilisateurs dans les bâtiments, suivi de maintenance, suivi de plan d'action, et c'est toujours sur le thème des services, soit services aux occupants, soit services à suivre. Et on permet de coordonner des gestionnaires, des intervenants et évidemment des occupants dans les bâtiments. Oui. Ça, c'est vraiment notre spécialisation. Oui. Et on fait en sorte d'être le plus simple possible pour faire gagner du temps à tout le monde. Oui. Ça, c'est vraiment dans le quotidien du directeur immobilier, du directeur environnement de travail. Alors, d'où vient l'idée? Et en fait, quel a été le parcours pour arriver justement jusqu'à Urbest tel que tu l'as développé aujourd'hui? Alors en fait, on a démarré officieusement en 2016 et officiellement en 2017. Et donc avant ça, moi j'ai travaillé dans une grande société qui faisait du facility management. Okay. Et j'ai constaté un peu les process sur comment travaillaient des techniciens, comment on interagissait avec des clients, comment on les informait de ce qui se passait. Et en parallèle de ça, il y avait déjà des outils de type WhatsApp avec des ergonomies vraiment super simples. Et dès qu'on retournait dans un environnement, on va dire contexte de travail, c'était un peu le retour en arrière de 10 ans, voire 20 ans. Et je me suis dit qu'on pouvait faire quelque chose de plus simple sur l'interaction entre un technicien et quelqu'un qui a demandé un service. Ouais. Donc ça, on va dire que c'était le point de départ. Et en fait, après, au fil du temps, nos clients, ils nous ont toujours demandé plus de services. Donc c'était une époque aussi où on était en train de se dire qu'il faut apporter plus de services dans les bâtiments, faut étendre un peu le facility management, faire du facility management global, etc. Mm-hmm. Donc nous, au début, on est arrivé juste sur la technique. Et puis en fait, c'est nos clients qui nous ont ouvert carrément en disant moi, j'aimerais pouvoir traiter des aspects de sécurité, j'aimerais pouvoir faire de la propreté, je voudrais pouvoir faire mes badges, l'informatique, etc. Mm-hmm. Donc au fil du temps, on a rendu la plateforme beaucoup plus flexible pour que les clients, les utilisateurs puissent s'approprier, s'accaparer l'appli comme ils veulent, avec leurs prestataires ou avec des équipes internes. Top, hein. C'est bien aussi de développer ces outils grâce aux clients, c'est pas mal ça. Concrètement, quels sont d'ailleurs les points forts de la solution Urbest, justement? Le point fort, je dirais, un des points forts déjà, c'est le collaboratif. Donc, collaboratif. Qu'est-ce que tu mets dans collaboratif en fait? Ce qu'on appelle collaboratif, c'est des solutions qui permettent d'interagir plus facilement entre plusieurs types de personnes. Okay. Donc, si on prend un Doctolib, c'est des patients, des docteurs et des superviseurs. Pour nous, le collaboratif appliqué au facility management, à l'environnement de travail, c'est un donneur d'ordre, sa multitude de prestataires et, on va dire, ses clients internes, les occupants. Donc, on va faire en sorte que tout ce petit monde-là, ils collaborent bien ensemble. Ouais. Travaillent bien ensemble, et là où avant toutes les solutions elles étaient un peu en silo, c'était chacun pour sa peau, je me fais un outil prestataire, je me fais une interface occupant, etc. Mais au final, dès qu'il y a des connexions, c'est toujours plein de frictions, ça passe pas bien. Oui. Donc là aujourd'hui, mais on le voit, les solutions qui marchent, elles sont toutes collaboratives. Hein. Il y a l'exemple de Doctolib, les WhatsApp, c'est ultra collaboratif, Google Sheets, c'est collaboratif, Figma dans le design, ça vaut 20 milliards, une start-up, c'est collaboratif. Tout ce qui marche bien aujourd'hui, c'est décliné, mais juste sur un truc à faire en collaboratif. Ouais. Ok, donc faire que tous ces intervenants-là
travaillent facilement ensemble, c'est ça? Communiquent et travaillent facilement ensemble. Ouais, on dit, après, il y en a qui parlent de casser les silos, mais en fait, c'est comment partager de l'information plus facilement avec d'autres personnes, comment la rendre plus accessible plus facilement, comment notifier les bonnes personnes. Donc, c'est enlever toutes les frictions de communication, là où d'habitude, l'information circule mal, s'arrête en cours de chemin, c'est perdu. C'est vrai. Donc ça, c'est un des aspects importants. Ouais. Et il y a après la simplicité et le fait d'être centré sur les donneurs d'ordre aussi. Ouais. On dit souvent il faut être SSO, single sign-out, c'est ça? Single sign-on, ouais. Voilà. Alors, c'est le cas? Oui, oui, ça on l'a développé au bout d'un certain temps. Donc, faut savoir que pour des startups, des produits arrivent à maturité, en général, il faut 8 à 10 ans. Nous, on en est à 7 ans, donc ça fait partie des fonctionnalités qu'on a développées au fil du temps pour être vraiment compatibles jusqu'à des grands comptes. Aujourd'hui, on a des petites structures qui ont des coworking jusqu'à des entreprises du CAC 40. Ouais. Donc, faut développer la technologie qui va avec. Donc, au début, on n'a pas grand-chose. On a une proposition de valeur qui est simple, qui est ergonomique, mais on nous demande toujours plus. Ouais. Et là, ça commence à être vraiment sympa parce qu'au bout de 7 ans, on voit qu'on a un impact fort sur les utilisateurs et ils nous disent je ne me verrai pas faire retour en arrière maintenant. Donc, mais c'est important, ce système SSO, dans la simplicité dont tu parlais, ne pas avoir à se reloguer sur je ne sais pas combien d'acquis et de systèmes différents, c'est quand même super important. Oui, bah ça contribue à une expérience unique, que ce soit d'un point de vue employeur où je dis je fournis un portail à mon employé et puis en fait il peut faire plein de trucs à partir de ce portail. Donc, c'est important. Est-ce qu'on a la possibilité de personnaliser un peu justement son interface? Parce que ça, c'est aussi une autre question que j'entends souvent. Quand on achète sur étagère, on n'a pas toujours la possibilité de personnaliser ces environnements ou le périmètre sur lequel on veut simplement que la solution fonctionne, quoi. Oui, ça, la personnalisation, c'est important parce que c'est aussi synonyme d'adoption. C'est un peu comme si on achète un appartement ou qu'on loue un meublé et qu'en fait on n'a pas le droit de choisir son canapé, rien le droit de choisir, on n'est pas très à l'aise dedans. Donc nous, on a tout de suite senti, au bout de 2 ans, on a vu qu'il fallait qu'on autorise des menus de catégories hyper flexibles et aussi des droits très flexibles pour les utilisateurs parce que il y a des entreprises qui sont très pyramidales en termes de hiérarchie, d'autres qui sont en mode hyper autonome, et il faut permettre cette souplesse-là en fait, parce que sinon les utilisateurs ont l'impression que ça colle pas en fait. Ils se disent non en fait ce truc-là c'est pas pour moi. Ouais. Donc on a fait ce qu'il fallait pour la flexibilité des menus de service, la flexibilité des accès utilisateurs. Et aujourd'hui, ça permet une adoption forte aussi. Je pense que c'est ça qui fait que les gens apprécient, c'est qu'ils se disent j'ai passé 1 heure à 2 heures au paramétrage, mais maintenant j'ai un truc qui me ressemble. Ouais. Et du coup, ça me plaît de m'en servir, quoi. Plus utile, du coup. Tu vois. C'est le côté aussi simplicité et utilité. Du coup, moi, c'est pour ça aussi que je voulais faire découvrir Urbest, parce que je trouve que c'est un bon outil justement de productivité aussi du quotidien. Est-ce que tu as un retour justement de tes clients sur aussi ce que ça leur apporte en termes de valeur ajoutée, de plus-value, de gain de temps? Je ne sais pas, est-ce que tu as un retour? Alors, il y a plusieurs dimensions. Il y a à la fois la qualité, les délais de traitement aussi, la production de données. Donc, sur les délais, déjà, on arrive à réduire de moitié les temps de traitement. Ah ouais. Donc, après, c'est pas neutre en plus, parce que déjà, ça permet d'accélérer le moment où un job arrive et le moment où il est résolu. Mais ça veut dire que ça divise aussi de moitié l'encours de job à tout moment pour des équipes. Donc, là où d'habitude, avant, ils avaient des stocks de 50 tâches à suivre, là, ils en ont plus que 25. Et en termes de charge mentale, c'est pas neutre non plus. Donc, ça déjà, les délais de traitement, c'est assez impactant. Après, il y a la qualité de service pour ceux qui demandent des services, parce qu'ils ont un retour d'information, ils ont des notifications au bon moment sur ce qu'ils doivent savoir, comment je vais être impacté. Donc ça, c'est apprécié aussi pour ceux qui demandent des services. C'est un outil de productivité aussi, parce qu'en fait, l'appli, elle est principalement... ceux qui passent le plus de temps dessus, c'est des agents de terrain, c'est des techniciens, c'est des prestataires. Donc on a fait en sorte que pour eux ce soit hyper positif et ils gagnent entre 15 et 20% de temps. Donc pour eux ça représente à peu près une demi-journée par semaine. Wow.
Et donc, pour eux, on va simplifier tout ce qui est temps administratif, donc c'est-à-dire éviter les relances des clients parce qu'ils auront en fait mieux notifié, mieux informé les personnes, un accès à l'information depuis leur poche. Donc, avec leur téléphone, ils peuvent voir tout ce qui se passe comme s'ils avaient des WhatsApp, sauf qu'en fait, c'est des tâches Urbest qui viennent synthétiser tout ce qu'ils ont à faire. Ouais, parce que c'est très digital, hein, on voit avec toutes les illustrations que tout ça est très accessible facilement depuis le téléphone, depuis le smartphone en fait. Et un autre point qui est non négligeable aussi, c'est tout ce qui est production de données. Donc en fait, le fait d'utiliser des applis digitales qui ont de la traçabilité, ça produit des infos à tout moment et ça permet déjà de structurer des reportings qui peuvent après alimenter des Power BI, des dashboards consolidés nationaux. Donc là, aujourd'hui, on est capable de faire des dashboards pour des entreprises même pan-européennes, enfin pays par pays ou en France, région par région. Des stats, tout ça en partant à chaque fois d'un petit tissu local d'utilisateurs. Et vu que ça produit des données qui sont bien structurées, ça permet de tout remonter, quoi. Alors, du coup, on peut aussi bien déployer Urbest sur un site que sur du multisite, c'est ça ? C'est ça. J'ai compris. C'est ça. Ouais, okay. Le dénominateur commun pour tous nos utilisateurs, en général, c'est d'avoir au moins 1 à 2 nouvelles tâches à traiter chaque jour, qui peuvent être soit des demandes d'utilisateurs, soit des tâches récurrentes avec du suivi de prestataires, ou des tâches qui découlent de plans d'action, style levée de réserve, plan d'amélioration. Mais le trait commun, c'est d'avoir un minimum d'actions à suivre, parce que sinon, ça ne vaut pas le coup de mettre une appli. Et donc sur des sites, en général, on est au minimum à 2000 m² si on est sur un site important. Et si on est sur du multisite, ça peut démarrer rien qu'à partir de 1000 m², parce que déjà, rien qu'avoir plein de petits sites de 50 m², ça peut être assez chronophage à gérer plein de demandes dans tous les sens, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Alors évidemment, tu me vois arriver, j'ai une question bassement matérialiste. Combien est-ce que ça peut coûter, justement, de se doter d'Urbest ? L'ordre de grandeur, c'est à peu près 3 000 € pour 10 000 m². Oui, ça va, ouais. Plus après éventuellement un petit peu de coût de développement spécifique si par exemple on met du SSO ou des choses vraiment particulières, mais sinon le package de base c'est... Ça démarre à 3 000 € pour 10 000 m². Oui, après ça peut être un peu moins, si on a 5 000 m², c'est la moitié, mais après... C'est ça l'ordre de grandeur. C'est l'ordre de grandeur et donc notre pricing, ça représente à peu près 10% des économies que réalisent des clients à travers le temps gagné entre les gestionnaires, chefs d'équipe et leurs prestataires. Oui, donc un retour sur investissement très rapide. Oui, on est sur de l'ordre de 2-3 mois, quoi. Ah ouais. Super. Alors, ce qui peut être moins rapide parfois, c'est le déploiement, justement. Parce que, voilà, j'entends souvent, on a souvent l'idée que pour installer ce genre d'outils, faut des délais de déploiement assez longs, préparer tout ça, structurer les données, récupérer tout ce qu'il faut. Il y a des problèmes de compatibilité, souvent, des développements à réaliser, des configurations, des tests. C'est quoi le délai moyen pour installer Urbest ? C'est très rapide, c'est de l'ordre d'une demi-heure à 45 minutes par site. Par site, ah ouais, paf. Donc, c'est vraiment peu. C'est assuré ? Oui, c'est ça. Ah ouais ? C'est ça, parce qu'en fait, tout est quasiment automatisé en no-code. Ah ouais. Donc, les choses qui à paramétrer, c'est ces bâtiments. Les menus de catégorie, c'est souvent ce qui prend le plus de temps, de se mettre d'accord avec les clients sur les types de services qu'on veut voir dans l'appli. Quel process était avant sur des Google Sheets, sur des WhatsApp, sur des boîtes mail. Comment on rapatrie toutes ces informations-là dans un menu dédié. Ah ouais. Et après, on crée des accès, un premier accès administrateur, et puis on peut être autonome pour après, au fil du temps, rajouter des prestataires. Et si on a envie d'accroître les types de services traités avec Urbest, les clients peuvent le faire eux-mêmes au fur et à mesure, quoi. Et on peut adapter en fonction des sites ? Oui, c'est ça, ouais. Ah oui. Donc, par exemple, quand on a des grands groupes, sur leurs sièges sociaux, ils ont souvent beaucoup plus de services que sur les petits sites en province. Oui. Et donc, on peut avoir des menus de service à 15 catégories sur le siège social. Et puis, sur la petite agence en région qui fait 300 m², il y aura le minimum syndical, tout ce qui est élec, plomberie, propreté, sécurité. Et donc, ça permet d'ajuster à chaque fois ce dont on a vraiment besoin. Aujourd'hui, vous êtes déployé sur quel périmètre ?
Alors aujourd'hui, on est présent dans toute l'Europe. On a tout juste démarré au Canada, là, début d'année. Ah oui, ça y est, vous avez traversé l'Atlantique. Ça, Bravo. ouais, on s'est dit, si on est en anglais, autant aller tester le marché nord-américain. Directement. Et donc, on est présent sur un peu plus de 6 millions de mètres carrés, Ah ouais. à travers un peu plus de 80 clients. D'accord. Et donc, on est à dominante en France, mais on est quand même présent au Benelux, Allemagne, Royaume-Uni, Italie. Ok. Et plutôt entreprise taille intermédiaire, grand groupe? Alors, on a quelques grands groupes. En général, c'est des ETI. Ok. Et ouais, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir un minimum de surface, donc minimum 5 000, 10 000 mètres carrés. En tout cas, gros point fort que je retiens quand même, déployer si rapidement et simplement. Il faudra d'ailleurs que je regarde, parce que vous avez des petites vidéos, je crois. Vous avez fait des tas de petites vidéos. Notre chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, c'est ça? Ok, bon, j'irai voir. Alors, je disais, donc, les directeurs IMO, les directeurs environnement de travail, évidemment, ils cherchent les outils efficaces et surtout simples, faciles d'adoption. Je disais, c'est ça qui est important. Parce qu'il y a beaucoup de données et ils cherchent évidemment à tirer le meilleur parti. Si tu avais un seul conseil à leur donner sur le sujet, je sais que ce n'est pas facile, mais ce serait quoi? Un seul? Oui. Je dirais faire confiance aux utilisateurs de terrain, essayer de creuser un peu chez les agents de terrain, ceux qui gèrent des sites, comment ils travaillent, comment ils se sont débrouillés. Et souvent, il y a plein de bonnes choses qui peuvent remonter du terrain parce que c'est aussi du bon sens pratique. Et donc, en fait, ça l'intérêt, c'est double. Déjà, ça permet de s'assurer qu'on va prendre une solution qui répond à un vrai problème, mais aussi, en même temps, on s'assure qu'il y aura une bonne adoption d'une appli ou d'une solution qu'on veut pousser, parce que l'écueil qu'on peut avoir, c'est on pousse une solution du siège et après, on se casse les dents sur les utilisateurs de terrain, tandis que si on coche la case direct utilisateur de terrain, au moins en termes d'adoption, c'est gagné, quoi. C'est vrai, carrément. Tu as raison. Très bon conseil, je retiens. Un petit mot quand même sur le fait de travailler avec les startups, parce que je l'entends quand même aussi toujours régulièrement, travailler avec les startups, mais il y a forcément des risques. On fait des startups, des risques qu'elles disparaissent, qu'elles ne sachent pas gérer leur croissance, ça arrive aussi, voire qu'elles soient rachetées, et du coup ça change les termes et les conditions. Bon, est-ce que tu as ce genre de craintes qui te sont d'abord peut-être remontées, et comment tu y fais face? Voilà. Qu'est-ce que tu leur dis? Quel est l'avantage de travailler avec une startup? 2 questions en une. Alors, plein de questions. Je dirais sur les avantages après, mais je dirais sur comment appréhender une startup. Déjà, je regarderai le nombre de personnes qu'il y a dans la startup pour savoir est-ce qu'il y a un vrai risque de faillite, en fait. Parce que par exemple, si je suis une entreprise et que je confie un marché de 30 000 € à une startup de 2 personnes, avec 30 000 €, ils peuvent presque vivre en mode ultra low cost la première année. Donc finalement, le risque qu'ils mettent la clé sous la porte, il est assez faible. Je pense que le risque, il peut plutôt provenir des entreprises qui ont levé des fonds, qui le dépensent très rapidement et qui brûlent chaque mois 100 000, 200 000 € et qui après ne seraient pas capables de réduire leur train de vie pour continuer à fournir le service qu'ils font. Et donc, à contrario des startups qui ont levé des fonds, il y a des startups qui ont fait du bootstrap, c'est-à-dire qui sont autofinancés avec leurs propres moyens. C'est des rythmes de croissance qui sont un petit peu moins rapides parce qu'il y a moins de marketing, il y a moins de plein de choses. Mais ça a le mérite d'être plus stable et plus résilient. Enfin, nous, c'est ce qu'on a fait depuis 7 ans. Ça allait être ma question suivante. Et donc après, ça a ses petits défauts aussi, parce que nous, par exemple, on a mis quasiment 2 tiers de nos moyens chaque année dans la tech, mais c'était au détriment de la communication, du marketing, de tout un tas de choses. Mais en même temps, on n'a pas fait n'importe quoi sur nos dépenses, et nos clients, ils nous posent même pas la question, parce qu'en fait, ils savent que on va être là, et puis on continue dans le temps. Ok. Vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui? Là, aujourd'hui, on est 10. Donc les 2 tiers sur la tech, et puis le dernier tiers, c'est le déploiement opération. Mais vu qu'on passe une demi-heure par déploiement, ça va plus vite. C'est l'avantage. Les bénéfices, de travailler avec une start-up? Je pense qu'il y en a plein. Déjà, on a des produits, en général des beaux produits qui sont faits avec les dernières technologies.
Et on bénéficie d'une agilité, mais pas seulement l'agilité d'un produit, parce qu'en fait, quand une startup bosse avec Urbest ou avec une entreprise travaille avec une startup, elle bénéficie de l'agilité, mais aussi des pratiques de la startup. Pas seulement du produit qui est acheté, mais du mode de travail, des interactions, de la réactivité. Et je pense que tous les start-upers aussi sont ultra déterminés pour que leur entreprise réussisse, que leurs clients soient satisfaits. Donc ils vont se décarcasser, ils vont travailler le week-end, en termes de motivation, c'est... vous avez tous souvent aussi un écosystème, ce que je constate. Que, du coup, il y a aussi cette capacité à amener d'autres idées, d'autres innovations avec des collaborations ou des contacts que vous avez au sein de votre écosystème. C'est vrai, hein. C'est assez riche. Un petit mot quand même pour terminer sur les ambitions, l'avenir d'Urbest, c'est quoi? Moi, je souhaiterais qu'on soit comme un Doctolib des services dans l'immobilier. Les gens se disent, je fais une tâche, un Urbest, que ce soit aussi simple que ça pour des services aux occupants, pour gérer de la maintenance, tout type de demande. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a déjà des utilisateurs qui nous disent je fais un Urbest. Il y en a d'autres qui disent je fais un ticket ou je fais je sais pas quoi. Et là, je fais un Urbest. Que ça rentre carrément dans le langage courant. Dans la Larousse 2035. De l'environnement de travail. Ah oui, excellent. Des ambitions internationales éventuellement? Oui. On a une équipe qui est déjà multilingue dans l'Europe, donc on travaille en français et en anglais en interne. Donc on a fait aussi pas mal de contenu en anglais. Et on se rend compte qu'on peut avoir aussi pas mal de personnes qui sont intéressées hors de France. Donc on fait du travail en ligne là-dessus pour satisfaire des clients à distance. Les derniers qu'on a eus, c'était à Milan, on en a eu au Luxembourg, des fondations aux États-Unis, de tout. Ça, c'est incroyable. Spontanément, qui rentrent comme ça, en fait, sans que vous démarchiez, forcément. Oui, il y a quand même un travail de fond pour bien référencer notre site web, expliquer ce qu'on fait, la valeur ajoutée, donner du contenu sur notre blog aussi pour que les gens puissent comprendre un peu le savoir-faire qu'on apporte en plus de notre produit, parce que ça fait quand même 7 ans qu'on parle à des property managers, à des techniciens, à des utilisateurs. Donc on a cerné un peu les intérêts de chacun pour nourrir l'appli et notre produit. Donc c'est comme ça que ça se matérialise. Mais vous donnez un peu des conseils aussi. Ça en fait c'est gratuit, mais bon. C'est bien. Mais non, mais voilà, ça fait ça partie. accompagne le produit. Enfin, pour nous c'est normal de le faire. On essaye de tirer parti de tout ce qu'on peut voir, que ce soit dans le secteur privé, public, un peu partout, et puis prendre le meilleur partout et l'incorporer. Et partager les bonnes pratiques, c'est top. Merci beaucoup, Hugo. Merci Lionel. Bravo pour tout ce que tu fais, toi et tes équipes. Vous avez déjà beaucoup accompli. Je vous souhaite très bon vent. À bientôt. À bientôt, merci encore. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine émission sur votre chaîne A-News Workwell, la chaîne des nouveaux modes et lieux de travail. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.